Je vais vous présenter l'outil TET, Transition écologique territoire emploi, qui a été développé par le réseau Action Climat et l'ADEME. Cet outil vise à évaluer l'effet sur l'emploi d'un scénario énergie-climat sur la période 2018-2050. L'effet sur l'emploi direct et indirect, c'est-à-dire qu'on prend en compte non seulement les emplois créés dans les secteurs et les branches de l'économie auxquels on s'adresse directement, mais aussi les emplois chez les fournisseurs des fournisseurs, etc. Les résultats sont fournis au niveau national et à un niveau infranational qui peut être une région, un département ou un ensemble de communes qui correspond à un établissement public de coopération intercommunale. Les activités prises en compte sont principalement toute une diversité d'énergies renouvelables, mais aussi le secteur du bâtiment et le secteur des transports. Autant que possible, l'outil se base sur des données officielles qui émanent de l'INSEE, de l'ADEME ou du ministère en charge de l'écologie. Et enfin, deux niveaux d'utilisation sont possibles. Un niveau d'utilisation de base, l'utilisateur entre uniquement des informations sur le scénario énergie-climat qu'il souhaite tester, et à un niveau avancé, l'utilisateur peut changer tout un tas de paramètres dans l'outil, comme nous le verrons. Je vais commencer dans cette présentation par vous présenter la manière dont les résultats sont calculés pour le niveau national, et ensuite la manière dont ces résultats sont calculés pour fournir des informations à un niveau infranational. Ensuite, nous passerons à une démonstration de l'outil. Pour obtenir les résultats au niveau national, on commence par calculer pour chacune des branches de l'économie française, ici on travaille à 99 branches, ce que j'appelle le contenu en emploi direct et indirect, c'est-à-dire le nombre d'emplois équivalent temps plein créés pour 1 euro dépensé. Et ceci créé, comme je le disais, il s'agit des emplois directs et indirects, c'est-à-dire les emplois dans les branches auxquelles on fait appel directement, et puis les emplois chez les fournisseurs, et ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on a calculé ce contenu en emploi, pour chaque élément du scénario testé, on va calculer la dépense par branche de l'économie française. Le scénario, lui, il est exprimé en unités physiques, c'est-à-dire qu'on a par exemple des mégawatts d'énergie renouvelable installés ou des mètres carrés de bâtiments qui sont rénovés thermiquement ou encore des passagers kilomètres. Donc à partir de ces unités physiques, il faut arriver à un niveau de dépense et donc on a besoin d'hypothèses sur les coûts. Donc dans le cas simple, à un élément du scénario va correspondre une branche de l'économie française. Par exemple, on a une branche pour le fret ferroviaire. Donc, si le scénario testé spécifie le trafic de fret ferroviaire exprimé en tonnes kilomètres, alors, à partir d'une hypothèse sur le coût de cette tonne kilomètre de fret ferroviaire, on va pouvoir calculer la dépense dans la branche fret ferroviaire et donc derrière le contenu en emploi. Ça, c'est le cas simple. Mais dans d'autres cas, on n'a pas une correspondance entre les éléments du scénario et les branches de l'économie française. Et c'est le cas en particulier pour tout ce qui est énergie renouvelable. Là, on est dans le cas complexe où à un élément du scénario correspondent plusieurs branches de l'économie. Et donc on va séparer ces éléments de scénario en plusieurs branches de l'économie. Par exemple, pour une éolienne, comme on le verra tout à l'heure, on aura d'un côté les pales, de l'autre la génératrice électrique, etc. Et à chaque partie du coût de ce type d'énergie renouvelable pourra correspondre à une branche différente de l'économie française. Donc là, on a besoin d'hypothèses sur le coût, mais aussi sur la répartition de ce coût entre les branches. On multiplie donc cette dépense par branche et puis le contenu en emploi, et on arrive à un emploi pour chaque élément du scénario. Ça, c'est le niveau d'utilisation de base, mais comme je le disais, une utilisation plus avancée est également possible, dans laquelle l'utilisateur peut entrer ses propres hypothèses sur les coûts, sur la répartition de ces coûts, sur l'évolution de ces coûts au cours du temps, mais aussi sur le taux d'importation, c'est-à-dire sur la part de la dépense qui sera satisfaite par des importations et pas par de la production sur le territoire national. Et enfin, l'utilisateur peut aussi entrer des hypothèses sur l'évolution des gains de productivité à l'avenir. Ça, c'était pour les résultats au niveau national. Maintenant, pour les résultats au niveau infranational, c'est un peu plus compliqué.
En effet, il faut faire davantage d'hypothèses. Là, on commence par partir de la dépense par branche, telle qu'on l'a calculée précédemment. On en soustrait les importations et on arrive à ce que j'appelle la dépense adressée à la production nationale. Cette dépense adressée à la production nationale, donc sur l'ensemble du territoire français, va se séparer en deux. Une partie sera satisfaite par de la production sur le territoire considéré, qui peut être une région ou un établissement public de coopération intercommunale, et puis une partie sera satisfaite par de la production sur le reste du territoire français. Donc, on multiplie la dépense adressée à la production nationale par un coefficient de localisation pour avoir la dépense adressée à la production locale. Ensuite, à cette dépense adressée à la production locale, on ajoute les consommations intermédiaires, c'est-à-dire toute la production chez les fournisseurs auxquels feront appel les branches auxquelles on s'adresse directement. Ça nous donne la production locale par branche. Et ensuite, on multiplie cette production locale par branche par le ratio emploi sur production. Et on a l'emploi local par branche. Alors l'étape la plus délicate à ce stade consiste à fixer les coefficients de localisation. Parce que l'INSEE ne fournit pas ce type d'estimation directement. Donc là, selon les branches, on a deux cas. On a des activités dont on considère que par nature, elles se déroulent sur le territoire considéré. C'est le cas par exemple de la construction. Et pour cela, on considère que le coefficient de localisation vaut 1. Et puis, on a d'autres activités pour lesquelles le coefficient de localisation sera compris entre 0 et 1. Pour cela, on considère, faute de meilleure hypothèse, que ce coefficient de localisation est égal à la part de la région dans l'emploi national pour la branche considérée. Par exemple, si on s'intéresse aux Hauts-de-France et que la région Hauts-de-France compte pour 10% de la production d'acier en France, on considère que le coefficient de localisation vaut 0,1. Mais ce coefficient de localisation, en utilisation avancée, l'utilisateur peut le changer s'il dispose de meilleures informations. On va maintenant passer à une démonstration sur l'outil. Voici l'outil tête, il s'agit d'une feuille Excel. Certaines cellules sont sur fond jaune, d'autres sur fond bleu. Les cellules sur fond jaune ont vocation à être remplies même dans le mode d'utilisation de base, tandis que les cellules sur fond bleu ne sont remplies que si on utilise le mode d'utilisation avancé. Les premières cellules jaunes, sur fond jaune à remplir se trouvent dans l'onglet Présentation, le premier qui s'ouvre. Là, l'utilisateur peut rentrer le territoire d'application de l'outil, son nom, ses contacts, etc. Ensuite, on va dans l'onglet Données à saisir, dans lequel la première chose à faire consiste à choisir le niveau géographique qui sera utilisé pour le scénario qu'on veut tester. Donc, il est possible de tester un scénario au niveau national et donc d'avoir des résultats uniquement sur l'emploi au niveau national. Pour cela, on rentre 0 dans la case M2 ici. Mais dans la plupart des cas, on va chercher à avoir des résultats à un autre niveau. Ça peut être un département, auquel cas on met 1, une région ancien périmètre, on met 2, une région nouveau périmètre ou un ensemble de communes. Si on veut utiliser la dernière option, avoir des résultats pour un ensemble de communes, on rentre donc 4 dans cette case, et ensuite, et seulement dans ce cas, on va dans l'onglet Liste des communes, ici. Donc on voit que c'est une feuille avec beaucoup de lignes, plus de 36 000 lignes, si on va jusqu'en bas. Donc ici, je navigue jusqu'à la fin de cet ensemble de lignes en utilisant la touche CTRL et flèche vers le bas. Et là, si on veut des résultats pour un ensemble de communes, on rentre simplement un 1 dans la première colonne sur fond jaune pour chacune des communes pour lesquelles on veut un résultat. Alors dans la suite de ces démonstrations, on va plutôt travailler au niveau d'une région. Donc on entre 3 ici. Ensuite on entre le code de la région qu'on veut étudier. Pour cela, on se réfère à l'onglet Code géographique qui nous donne les codes des régions, nouveaux et anciens périmètres, et des départements. On va par exemple entrer le code 11 qui correspond à l'Île-de-France.
Ensuite, les seules informations qu'on aura besoin d'entrer dans un mode d'utilisation de base correspondent au scénario énergétique que l'on considère. Dans cette démonstration, on va se limiter au cas de l'éolien terrestre et on va par exemple considérer qu'on installe chaque année 100 MW d'éolien entre 2018 et 2023. Donc, on peut tester un scénario tout simple et aller directement à l'onglet synthèse des résultats pour voir ce que ça donne. Donc, en haut, on a d'abord les résultats au niveau de l'emploi local, donc en l'occurrence sur la région Île-de-France, qui sont exprimés en équivalent temps plein. On voit qu'on a bien sûr une seule ligne à chaque fois est remplie. Il s'agit de l'éolien terrestre. On a 398 emplois la première année, 410 la deuxième, etc. Ça monte progressivement jusqu'en 2023. Et ensuite, à partir de 2024, ça diminue puisque, par hypothèse, on arrête d'installer des éoliennes, mais ça ne tombe pas tout de suite à zéro. Pourquoi? Parce qu'il subsiste des emplois pour la maintenance de ces parcs éoliens. Donc il subsiste des emplois, en l'occurrence on voit jusqu'en 2043, et à partir de 2044, le nombre d'emplois est à zéro. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'à cette échéance, l'ensemble des éoliennes aura cessé d'être utilisé. Alors ça, ce sont pour les résultats sur l'emploi local. Si on descend un peu, on a les mêmes résultats au niveau national, et on voit qu'on a davantage d'emplois, 967 la première année. Pourquoi? Parce qu'une partie des emplois générés par un programme d'investissement dans la région Île-de-France seront satisfaits par des emplois ailleurs dans l'économie française. Et si on descend encore le long de cette feuille, on a le ratio emploi local sur emploi national qui est égal à 41% la première année. J'en viens à l'onglet qui renferme l'ensemble des calculs et des hypothèses de cet outil, qui est donc sur fond bleu, le bleu qui correspond au niveau d'utilisation avancée. Donc, cet onglet, il commence par rappeler les données d'entrée qu'on a saisies dans l'onglet données à saisir. Donc, on retrouve ici, entre 2018 et 2023, nos 100 MW d'éolien par an. Ensuite, on a des résultats sur l'emploi national ici et sur l'emploi local, enfin en l'occurrence régional, ici. Et puis, si on descend encore, bon, on a à nouveau notre ratio emploi local sur emploi national. On a aussi les emplois au niveau local, mais maintenant ventilés, non pas par activité, mais par branche de l'économie française, sur 99 branches. Donc on voit ici que, par exemple, la première année, on a un nombre significatif d'emplois dans la construction de réseaux électriques, 58, et dans autres génies civils, 88. Mais on a des emplois dans d'autres branches également, comme les activités d'ingénierie. Alors, j'en viens maintenant aux calculs eux-mêmes et à toutes les hypothèses qu'on peut changer si on souhaite utiliser l'outil de manière plus avancée. La première hypothèse de ce type, elle est commune à l'ensemble des activités du scénario. Il s'agit des gains annuels de productivité du travail en pourcentage par an. On le voit ici dans cette case D366. Par défaut, on considère que la productivité du travail va augmenter à l'avenir d'un 0,5% par an en se basant sur on se base là sur la moyenne des dernières années dans l'économie française, ce qui est documenté dans cet article de Gilles Berset et co-auteur. Vous voyez que ça se trouve dans la colonne E, la colonne des sources, et les références précises sont listées dans l'onglet références. Donc on voit ici cet article de Gilles Berset et co-auteur, c'est un article de la revue Économie et Statistique. C'est dans cet onglet qu'on va trouver les références de toutes les études utilisées. Je reviens sur l'onglet Calcul et hypothèses. Les autres hypothèses qu'on peut changer vont être spécifiques à chaque élément du scénario. Dans le cas de l'éolien terrestre, un de ces éléments, c'est la durée de vie des éoliennes installées, qui est de 20 ans par hypothèse.
Si l'utilisateur considère qu'il dispose d'une meilleure information ou s'il veut tester différents scénarios, il peut rentrer par exemple 25 ans au lieu de 5 ans. Cette hypothèse sur la durée de vie, l'outil va l'utiliser pour calculer une capacité cumulée en éolien. Donc attention, il s'agit uniquement de la capacité cumulée à partir de 2018, donc à partir de l'année pour laquelle on commence à tester un scénario. Donc il est possible que, et bien sûr, dans la plupart des régions, on a déjà des éoliennes installées avant 2018, mais celles-ci ne sont pas prises en compte dans l'analyse du scénario. Donc, puisque on installe des éoliennes entre 2018, 100 MW d'éolien entre 2018 et 2023, l'outil nous calcule une capacité cumulée qui croît d'abord 100 MW, puis 200, 300, etc. jusqu'à la stabilisation. Si on avance dans le temps, au bout d'un moment, le nombre d'éoliennes en fonctionnement diminue logiquement de 100 MW par an. On a donc 600, puis 500, etc. et 0 à la fin de la période. Si l'utilisateur le souhaite, il peut court-circuiter ce calcul de capacité cumulée en entrant directement la capacité en éolienne. Par exemple, parce qu'il considère que la durée de vie des éoliennes va changer au cours du temps, parce que, par exemple, les éoliennes deviendront plus robustes. Donc, pour ça, il rentre directement les données sur les capacités installées dans cette ligne 371 ici. Donc, je reviens à mon hypothèse de base de 20 ans de durée de vie. Les éléments suivants que l'utilisateur peut changer concernent le coût d'investissement et le coût de fonctionnement de ces parcs éoliens. Donc le coût total d'investissement en kilo-euros par mégawatt est de 1358. Il trouve sa source dans une étude de l'ADEME, dont la référence est donnée dans la feuille référence. Donc ça, l'utilisateur peut le changer. La répartition de ce coût entre les différents éléments de l'éolienne peut être également modifiée. Donc là, on a par exemple 15% pour les tours, 13% pour les pales, etc. Ça peut se changer. L'utilisateur est invité à vérifier que le total fait bien 100%. Ce coût, on suppose par défaut qu'il diminue au cours du temps du fait des baisses de coûts qu'on envisage dans les prochaines années dans l'éolien. Donc, ce coût va passer d'une base 100 en 2018 à une base 88 en 2030 et sera ensuite stable. Là encore, l'utilisateur peut le changer. Donc voilà pour le coût d'investissement. Ensuite reste le coût d'opération et maintenance qui est estimé à partir de la même source à 23 kilo-euros par mégawatt, diminuant également au cours du temps jusqu'en 2030. Donc là encore, l'utilisateur peut à la fois changer la valeur de ce coût d'opération maintenance en 2018 et son évolution au cours du temps. À partir de ces hypothèses, l'outil va calculer une dépense en millions d'euros pour chacun des éléments de l'éolienne, les tours, les pales, etc. et va affecter à une branche de l'économie française cette dépense. Donc on voit ici qu'il s'agit de la branche A38CK, ça fait référence à une nomenclature de l'INSEE, pour ce qui est des tours. Alors pour voir en clair à quoi correspondent ces nomenclatures, on va tout en bas de cette feuille de calcul, et ici on voit nos 99 branches. Ici la première c'est la branche A8801 qui correspond à l'agriculture. Si on cherche A38CK, c'est ici, ça correspond à machines, équipements non comptabilisés ailleurs. Je reviens à mes éoliennes terrestres. Donc jusque-là, on a une dépense en millions d'euros qui est ventilée entre différentes branches de l'économie française. Et une dépense totale. Ensuite, pour chacun des éléments de ces éoliennes, on a besoin de faire une hypothèse sur le taux d'importation pour savoir quelle part de la dépense sera satisfaite par de la production nationale et quelle part sera satisfaite par des importations. Donc par définition, le taux d'importation qui est retenu, c'est le taux moyen de la branche tel qu'on l'a dans la comptabilité nationale établie par l'INSEE.
Mais si l'utilisateur le souhaite, et là on est dans un mode d'utilisation avancé, donc des cellules sur fond bleu, il peut changer cette hypothèse. Pour cela, il suffit d'entrer un petit 1 dans cette colonne, en face de l'élément de coût pour lequel on veut entrer un taux d'importation spécifique. Et là, on peut entrer un taux d'importation, compris bien sûr entre 0 et 100%. Et ça va nous modifier la dépense adressée à la production nationale. Par exemple, si je rentre 100% de taux d'importation ici, la première année pour les tours, on voit que ici, la dépense adressée à la production nationale tombe à 0 puisqu'on considère que tout est importé. J'annule cette modification. Donc là, on a une dépense adressée à la production nationale pour chaque élément. Et ensuite, l'outil va nous calculer l'emploi par élément qui dépend de cette dépense et du contenu en emploi de cette branche. On a donc le nombre d'emplois qui résulte de la dépense dans les tours, dans les pales, etc. Au total, 967 emplois, le total qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ça, c'est pour le calcul de l'effet au niveau national. C'est un peu plus complexe pour calculer l'effet au niveau local. Parce que d'abord, on a besoin, comme je le disais, du coefficient de localisation. Donc, ce coefficient de localisation, je vous ai expliqué comment il était calculé par défaut, mais l'utilisateur peut le changer s'il considère qu'il a de meilleures informations, ou bien s'il veut tester différents scénarios. Par exemple, un scénario qui postulerait un investissement dans l'offre et dans l'outil de production des équipements, alors on pourra avoir un coefficient de localisation plus élevé. Pour changer le coefficient de localisation, c'est comme pour le taux d'importation, on entre 1 dans la colonne H, et ensuite on entre la valeur qu'on veut dans la même ligne pour l'année considérée. Par exemple, si ici on rentre 100% pour le coefficient de localisation, et si on regarde le résultat ici, pour ce qui est de la dépense adressée à la production locale, hop, on a une production locale qui est supérieure. Donc j'annule ces modifications. On a donc une dépense adressée à la production locale pour chaque élément de coût. Et ensuite, cette dépense, elle est ventilée entre les 99 branches de l'économie française. On retrouve par exemple ici 29 millions d'euros la première année dans la branche autre génie civil. À partir de cette dépense, on calcule la production. Donc là, on a également la production des consommations intermédiaires. Et puis, ensuite, on calcule l'emploi local par branche. Donc cet emploi local par branche, il est fourni uniquement pour les emplois au niveau local et pas au niveau national. Si l'utilisateur le souhaite, il rentre 0 dans la première, tout en haut de l'onglet données à saisir, c'est ce qui correspond au niveau national, et là il aura également les emplois par branche au niveau national. L'intérêt d'avoir ces emplois par branche, c'est d'avoir une première idée des besoins en formation, par exemple, qui peuvent être nécessités par le scénario qu'on veut tester. Donc voilà pour les résultats pour l'éolien terrestre. Maintenant, je vais revenir sur l'onglet données à saisir afin de montrer quel type d'informations émanant du scénario énergétique on peut rentrer dans cet outil. Donc, comme je le disais, on a toute une série d'énergies renouvelables, éolien terrestre, on l'a vu, éolien maritime. On a 3 catégories de parcs photovoltaïques, des parcs au sol, des grandes toitures et des petites toitures. Alors, pour voir plus précisément ce qu'on entend par grande toiture par opposition à petite toiture, et plus généralement, pour en savoir plus, ça vaut le coup d'aller voir dans l'onglet Calcul et hypothèses. On se met sur la première colonne et on fait CTRL flèche vers le bas, ce qui permet de passer directement d'une activité à l'autre. Donc là, on est sur photovoltaïque au sol. On voit que les hypothèses correspondent à un parc d'environ 10 MW. Grande toiture, on voit que ça correspond
a une installation d'à peu près 250 kW et petite toiture compris entre 3 et 9 kW. Je reviens sur les données à saisir. On a ensuite des chauffe-eau solaires individuels et collectifs. Donc là, l'unité, ce sont des milliers de mètres carrés. On a des pompes à chaleur géothermiques individuelles, des pompes à chaleur aérothermiques. Là, l'unité, pour entrer les informations, ce sont des mégawatts. Et on a des chauffe-eau thermodynamiques. Donc là, l'unité, c'est le millier de logements équipés. On a ensuite du petit hydraulique en mégawatts. Pour le chauffage au bois des ménages comme de l'industrie tertiaire et réseau de chaleur, là, on doit rentrer à la fois la capacité installée. Donc, pour le chauffage au bois, ça va être en gigawattheure, pouvoir calorifique inférieur. Mais on va rentrer également la quantité de bois. Pour le chauffage au bois des ménages, ce sont des milliers d'appareils. Mais on rentre également la quantité de bois consommé afin de calculer les emplois dans la filière bois. Donc là, contrairement à l'éolien, il faut rentrer séparément deux types d'informations pour calculer les emplois dans l'installation et les emplois dans la maintenance. C'est la même chose pour le chauffage au bois industrie tertiaire et réseau de chaleur, où on rentre à la fois la capacité installée dans l'année et les achats de bois. On a également de la méthanisation qui peut déboucher soit sur de la cogénération électricité-chaleur, ici, soit de la méthanisation qui débouche sur de l'injection dans le réseau de gaz naturel. C'est terminé pour les énergies renouvelables. Maintenant, dans le secteur bâtiment, on a de la rénovation thermique de maisons individuelles, de logements collectifs, de bâtiments tertiaires. Donc à chaque fois, on entre le nombre de mètres carrés rénovés. Et on a aussi de la construction neuve, ce qui permet de comparer deux scénarios qui varient quant à la quantité de logements ou de bâtiments tertiaires construits, en mètres carrés également. Et puis on a aussi un nombre de kilomètres de réseaux de chaleur construits ou l'extension. En matière de transport, on a différentes choses. Tout d'abord des infrastructures, à la fois des infrastructures en ligne à grande vitesse, en métro et RER, en tramway, en pistes cyclables et en route. On a aussi des bornes de recharge pour les véhicules électriques. On a, concernant les vélos, à la fois un nombre de vélos utilisés de manière privée, mais aussi des vélos en libre service. Ensuite, on a tout ce qui est services de transport. Donc là, on a du transport routier de fret, en deux catégories, interurbain et de proximité. On a du fret ferroviaire, on a du fret fluvial par eau. Et puis on a du transport de voyageurs ferroviaire, urbain ou aérien. Voilà pour les services de transport. Ensuite, on a différentes catégories de voitures, à essence, diesel, électrique, hybride ou non, routière ou citadine. Et enfin, on a les énergies non renouvelables, donc la quantité de produits pétroliers et de gaz naturel fossile qui sont consommés. Et là, on a fait le tour des activités qui sont prises en compte à l'heure actuelle dans l'outil TET. Et maintenant, c'est à vous de jouer pour l'utiliser.